Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette soirée spéciale à l'occasion de la célébration du premier jour du calendrier amazigh qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année. Alors, qui parle d'amazirité parle forcément d'identité. Il n'y a point de débat sur l'identité sans une parfaite connaissance du passé. C'est justement l'objectif de notre émission qui va remonter le temps vers les époques les plus lointaines dans l'histoire de ce grand pays qui est l'Algérie, une histoire aussi ancienne que le monde, car les origines ou nos origines remontent, tenez-vous bien, au Paléolithique inférieur, c'est-à-dire 2,4 millions d'années. Alors nos guides dans ce voyage à travers ce passé composé sont des archéologues, des conservateurs de musées, mais aussi des historiens, spécialistes notamment de la question identitaire. Alors ils vont tout au long de cette soirée nous éclairer sur nos origines, d'abord en tant que premier homme, ensuite en tant que protagoniste de la proto-histoire et de l'histoire antique du nord de l'Afrique, une histoire à la fois passionnante et tumultueuse avec ses moments de gloire et ses revers de fortune. J'ai le plaisir de recevoir ce soir avec nous d'abord Dr Daraji Abdelkader, vous êtes prof des universités à l'université d'Alger 2, membre de l'équipe de recherche du site Ain Bouchrit et Tirmif. Merci d'être avec nous ce soir. Également à vos côtés, Dr Harishan Zoher, vous êtes directeur du musée du Bardo. Merci d'être avec nous ce soir. À vos côtés également, Dr Hamoum Toufir, vous êtes professeur des universités, directeur du CNRA, membre du Conseil consultatif scientifique de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial subaquatique. Merci d'être avec nous ce soir. Également avec nous, Dr Nchar Bouachi Khadija, vous êtes directrice de l'Institut d'archéologie à Alger. Merci d'être avec nous ce soir. Également, à vos côtés, Monsieur Belkaddar Zoher, vous êtes guide des sites et musées au sein de l'OGB. EBC, Ain Timouchint, je rappelle, donc c'est l'Office des gestions des exploitations des biens culturels, donc l'antenne de Ain Timouchint. Et à vos côtés, Dr Dahouki Toni Kiltoum, vous êtes enseignante, chercheur, vous êtes ancienne directrice du Centre national de recherche en archéologie, mais également ancienne directrice du musée de Sirta. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, le 29 novembre 2018 fera date dans les annales de l'archéologie, mais aussi et surtout dans l'histoire de l'humanité. Alors, l'Afrique de l'Ouest n'est pas le seul berceau de l'humanité. L'Algérie l'est aussi, comme en témoignent les découvertes faites par les chercheurs sur le site de Ain Bouchrit. Le reportage est signé Adel Bouhames et on revient juste après. Si le mois de novembre 2018 restera gravé dans les mémoires comme étant le mois de la découverte d'outils datant de plus de 2 millions d'années et faisant du site de Ain Lahnesh le deuxième berceau de l'humanité, c'est aux années 30 qu'il faut remonter pour connaître la genèse des recherches qu'a connues la localité de Gueltazarga, à une trentaine de kilomètres à l'est de Sétif, un des plus riches bassins préhistoriques où beaucoup de fossiles avaient été découverts. Le site de Ain Lahnesh, c'est un site très important. Il renferme 4 sites actuellement, 4 stations préhistoriques. Ain Bouchrit, Al Kharba ou Al Bayda. C'est un site qui a été découvert en 1931 par Camille Arambo. Donc les premières découvertes, c'était des restes d'ossements d'animaux, une faune très archaïque. Et puis en 1947, il a redécouvert le site avec de l'industrie lithique, présumée industrie de fabrication humaine. Donc c'est à partir de 1947
que le site a pris un nouveau tournant puisqu'il y avait de l'industrie des galets aménagés qui sont exposés ici au musée, une partie, dans la salle de préhistoire, que le site a pris de l'importance. Donc c'est à partir de 1947 que le site a pris un nouveau tournant. Les recherches ne vont pas s'arrêter là, puisqu'après l'indépendance, elles vont reprendre de plus belle avec Arambourg, avant que le flambeau ne soit repris par un éminent préhistorien et anthropologue algérien, le professeur Mohamed Sahnouni, tête de file d'une nouvelle génération d'archéologues algériens. En 1992, par le chercheur international M. Sahnouni, avec des chercheurs algériens et des chercheurs internationaux. Et après, en 2008, ils ont découvert des osmoses, des pièces au niveau de ce site qui remontent en 2 400 000 années l'existence de l'humanité sur ce site-là. Une découverte qui n'est pas une fin en soi, puisqu'elle ouvre la voie à de nouvelles perspectives à ce bassin préhistorique. Les dispositifs pris après cette découverte, c'est de recruter, désigner un responsable de site par l'OGBC, l'Office national de gestion des biens culturels protégés. Un responsable de site avec des gardiens. Deuxième point, c'est délimiter le site pour savoir les limites exactes de ce site. Troisième point, c'est installer des sections de Centre national de recherche archéologique au niveau de la commune de l'Elma, puis le centre CNPRH, le Centre national de recherche de préhistoire, pour la continuation des recherches au niveau de ce site. Il faut dire aussi que le bon déroulement de ces travaux se base essentiellement sur un savoir-faire certain de l'équipe de recherche qui a su exploiter les moyens matériels mis à sa disposition. On a les moyens matériels et on a aussi les moyens humains, que ce soit dans les musées ou dans les centres de recherche en Algérie. Et le plus important pour nous, c'est qu'elle nous donne l'opportunité de travailler avec d'autres institutions étrangères et d'acquérir de l'expérience dans le domaine des fouilles archéologiques, dans le domaine de la recherche scientifique et la muséologie, conservation, restauration du patrimoine. Mieux encore, l'exploitation de ce site devrait booster également le secteur du tourisme dans une région qui dispose déjà d'un potentiel réel en la matière. L'avenir, c'est pour l'exploitation de nos matières touristiques. On attend des chercheurs, des étudiants l'avenir qui vient pour découvrir ce site-là qui a changé l'histoire de l'humanité au niveau de l'Afrique. Il va de soi que la préservation d'un tel trésor archéologique n'est pas du seul ressort des pouvoirs publics. En tant qu'habitant de cette région où des découvertes archéologiques ont été faites, je pense que nous sommes tous appelés à sauvegarder cette richesse. C'est une opération qui doit être effectuée par l'OGBC, la section de Jmila. L'opération doit recruter pour le moment 5 gardiens de la région pour sauvegarder ce site. C'est un message pour donner aux citoyens pour veiller sur ce site-là, parce que ce site il doit être inscrit international au UNESCO, parce que le dossier doit être préparé par le ministère de la Culture pour le proposer pour l'inscription de ce site. Il faut le protéger. Tout vient à point à qui sait attendre. Un proverbe qui traduit toute l'abnégation et le dévouement d'une équipe de recherche qui a vu enfin sa patience récompensée. Alors, commençons par le commencement, docteur Dradji. Donc, une découverte qui remet tout en cause, aussi bien pour le monde de la recherche archéologique, mais aussi celui de la reconnaissance identitaire de notre passé. Oui, effectivement. C'est-à-dire que la dernière publication dans Science de cet article a donné une dimension africaine au site algérien. Parce que quand on a commencé le projet dans début des années 93, c'était justement pour chercher les origines aussi lointaines que ça. Donc les problématiques posées dans la recherche universelle, elles touchaient surtout la partie orientale de l'Afrique, là où il y a les grands sites d'Éthiopie, dont le site de Gona qui est daté de 2,6 millions. Alors, en ce temps-là, on ne connaissait pas des sites anciens en Afrique du Nord. C'est-à-dire les travaux anciens qui ont été effectués dans les années 50, c'était des travaux qui étaient concentrés essentiellement sur la paléontologie. Donc la part de l'homme était complètement négligée. Et puis le travail des projets de recherche était surtout basé sur le comportement de l'homme. Donc,
en appliquant les techniques dans la recherche, utiliser également surtout les méthodes de datation, chose qui manquait beaucoup au site algérien. Et du moment où l'orientation de la recherche a été donnée pour la sortie de l'homme de l'Afrique vers les autres continents, était par la zone, disons, du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Or, la zone nord-africaine a été de tout le temps négligée. Est-ce que vous dites que les recherches ont été orientées beaucoup plus sur la paléontologie? Maintenant, on s'intéresse à ce que les hommes de l'époque ont laissé. Est-ce qu'on a, ou on espère retrouver peut-être dans un proche avenir quelque chose de palpable en matière de restes humains qui va en remplacer l'homme de Ternif? Oui, il y a une possibilité du moment où on a une bonne conservation de la faune. C'est-à-dire que le contexte de l'existence du site d'Ain Haneche ou de Ain Bouchrit, c'est un contexte de bassin sédimentaire. Donc le bassin de Bni Fouda, c'est un bassin creusé durant le Miocène et on a un remplissage pratiquement continu de Miocène jusqu'aux dernières périodes du Quaternaire. Ça veut dire qu'on a une représentativité de la faune et en même temps, on a plusieurs niveaux archéologiques qui touchent en premier lieu l'Oldouayen jusqu'à l'Achelien. En termes d'années, par exemple, pour expliquer un peu aux téléspectateurs. C'est-à-dire, bon, en termes d'années, bien sûr. En termes d'années, bon, on a reculé les premiers peuplements jusqu'à 2,4 millions. Et cela grâce aux dernières méthodes de datation. Parce que bon, il y a une équipe qui travaille sur ça, surtout sur la méthode du paléomagnétisme et de l'OSL. C'est des méthodes affinées qui ont donné cette date. Et cette date, elle a permis de revoir et de reconsidérer le passage de l'homme par le détroit de Gibraltar, c'est-à-dire vers l'Europe. Avant, on négligeait ça. Donc c'est une preuve très importante qui nous permet actuellement d'envisager d'autres recherches et en même temps d'autres sites qui ont un contexte géologique avec de la faune et avec également le comportement, la subsistance, l'outillage, etc. Alors, Docteur Haïchan, je passe à vous. Alors, sur le plan de notre passé, de notre question identitaire, qu'est-ce que cela signifie, cette découverte? Alors, en fait, c'est-à-dire cette découverte, on rentre dans le cadre du projet de recherche qui est à la recherche de la plus ancienne présence humaine en Afrique du Nord. Et ce projet englobe les sites de El Haneche, El Kharba, Ain Bouchrit, mais aussi il y a un autre projet qui est, c'est-à-dire qui est axé sur la présence et le comportement des hommes de Ternif, ou entre parenthèses l'homme de Palikao, où entre 1954 et 1956 ont été trouvés les plus anciens restes fossiles humains en Afrique du Nord. Donc cette découverte a permis de revoir un peu c'est-à-dire nos ancêtres, comment dire, c'est-à-dire de rechercher cette présence bien lointaine, c'est-à-dire 1,8 million d'années, 2,4 millions d'années. Et je passe à vous également, donc, docteur Hamoum Toufir. Sur le plan international, cette découverte a à la fois fait couler beaucoup d'encre, mais aussi elle a créé une certaine polémique, notamment de la part de certains lobbies français qui ont contesté cette découverte. Qu'est-ce qu'on peut dire? Absolument. Bon, en réalité, on s'attendait à une réaction de cette manière. Donc, parce que ce n'est pas la première fois. Absolument. Donc, nous, en tant qu'Algériens, en tant que jeunes pays, une jeune équipe, une dynamique nouvelle de recherche et des orientations nouvelles, avec des méthodes nouvelles aussi. Donc, des résultats pareils, bien sûr, vont susciter l'intérêt international. Et la réaction, justement, a été un petit peu violente, mais une réponse scientifique était là pour répondre justement à cette polémique. Donc, si vous voulez, c'est une réaction tout à fait normale, parce qu'il s'agit d'écoles aussi.
donc des conceptions, des choses. Donc un Algérien qui arrive à valoriser des résultats pareils, c'est un événement important à souligner. Donc publier de tels résultats dans Science, c'est synonyme d'un niveau supérieur en matière de recherche et en matière de valorisation des résultats de la recherche. Mais finalement, les résultats de Ain el-Hannech, ce n'est pas une découverte, c'est les résultats d'un programme de recherche de longue haleine. Donc les résultats ont commencé dans les années 90. Donc là, on arrive à des résultats, donc on valorise ces résultats. Donc c'est confirmer tout un processus de recherche depuis 92 jusqu'à nos jours. Donc on est arrivé à une étape avec des résultats concrets et on a valorisé ces résultats. Donc la découverte, elle n'est pas récente réellement. Donc c'est tout un processus, c'est des découvertes au fur et à mesure, mais la somme de ce savoir a été valorisée par cette publication le 29 novembre dernier. Ce qui va redonner à l'Algérie une place prépondérante dans le débat sur l'archéologie dans le monde, d'autant plus qu'on dit qu'elle est un peu discrète sur ce plan-là. Elle est un peu discrète, mais il ne faut pas oublier que les sciences archéologiques c'est nouveau chez nous. Donc, ce n'est qu'à partir des années 80 qu'on a commencé à constituer des équipes de recherche, avec des équipes algériennes proprement dites. Et là, c'est un premier résultat qui est très important sur le plan international, comme vous le soulignez. Et ça a donné un impact. Donc, on a vu la réaction de tous les médias dans le monde entier. Parce que là, c'est pas quelque chose de négligeable. Là, il s'agit d'un deuxième berceau de l'humanité. Donc, Ain Bouchret, qui vient juste après Gona, et probablement dans les stratigraphies inférieures, peut-être on ira plus loin que Gona. C'est ça que les gens appréhendent. Quand vous dites on ira plus loin que Gona, que signifie en termes... En termes de chronologie, on peut aller au-delà de 2,6. C'est ça. C'est ça le véritable challenge, si vous voulez. Donc, et ça, c'est important. C'est tout à fait normal que les autres écoles, en France ou ailleurs, en Europe, c'est tout à fait normal qu'il y ait une réaction de cette manière. Mais est-ce que les gisements sont prometteurs sur ce plan-là? Absolument. Et là, mes collègues vont en parler encore un peu plus sur ces détails. Il y a beaucoup d'éléments d'information et beaucoup d'éléments archéologiques qui sont déjà enfouis, qu'on a repérés peut-être. Et il y a quelques données déjà qui promettent justement cette prolongation en matière de chronologie. Alors, je passe à vous, docteur Nchar Bouachi Khadija. Donc, cette découverte a redonné, j'allais dire, ou a boosté le secteur de l'archéologie. Vous qui êtes directrice de l'Institut d'archéologie, qui est quand même une spécialité pas très prisée parmi les... non, pas du tout. Peut-être c'est mon avis. Non. Je crois que ces dernières années, la période préhistorique, puisque quand même nous avons 4 spécialités, pas une seule, au niveau de l'Institut d'archéologie, et en commençant d'abord par la préhistoire, elle a toujours été primée par rapport aux autres spécialités. Bien qu'à un certain moment donné, il y a quelques années, les étudiants se dirigeaient un peu plus vers l'Antiquité, la période islamique, par la suite à la conservation-restauration. Mais je crois que là, la période préhistorique a pris le dessus ces dernières années. Et je pense que la découverte, je dirais internationale, qui a provoqué un remous, est un honneur tout d'abord pour nos enseignants, chercheurs, docteurs et professeurs, pour l'Institut d'archéologie national et par la suite savoir que depuis, je dirais, 83-84, que l'Institut a fait de très grands pas dans le domaine de la recherche archéologique, notamment dans les fouilles. Nous avons toutes les spécialités confondues. Il y a des enseignants, des professeurs, chefs de projet de fouilles, d'est en ouest, du sud au nord,
toutes spécialités confondues, et que à chaque fois, nous avons des découvertes je dirais, très impressionnantes et qui remettent en cause certaines données archéologiques, comme d'ailleurs nos collègues de Ain Bouchrit, et je ne citerai pas d'autres parce que les recherches sont toujours en cours. Alors, en termes de savoir-faire, nous avons donc cette compétence, mais est-ce que nous avons aussi, en termes de moyens, son équivalent? Bon, là, c'est le point d'interrogation, je dirais. L'Institut d'archéologie n'est pas doté de laboratoire. Quand je dis laboratoire, c'est des laboratoires scientifiques, laboratoires physico-chimiques. Et sachant que depuis les années 80, un peu plus, 90, il y a eu une nouvelle science, c'est l'archéomatériaux. Donc, au début, on se basait sur l'archéologie en tant qu'objet, découverte d'objets. Donc, on pouvait dater par-ci et par-là avec une datation très préliminaire, je dirais, par rapport aux datations réelles maintenant que nous avons au XXe siècle, fin 19e, début 20e. Et ces laboratoires se sont instaurés en Europe déjà vers le début des années 90. Donc ces laboratoires d'archéomatériaux ont permis non seulement une datation, mais aussi tout un processus de recherche pour remettre sur la lignée tous les objets confondus. Ça veut dire tous les matériaux découverts sur le terrain peuvent être analysés et avoir des résultats très très positifs. Alors ça, c'est pour l'Institut d'études d'archéologie. Est-ce que c'est aussi le cas pour les instituts de recherche, monsieur? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Effectivement, l'université, mais bon, il faut revenir un petit peu à la mission réelle de l'université, c'est la formation. Mais c'est vrai que les laboratoires sont indispensables comme outil pédagogique à la formation, à la maîtrise d'outils, à la maîtrise des matériaux et des instruments de recherche. Mais en parallèle, il y a aussi les centres de recherche qui sont, si vous voulez, dotés des moyens pour programmer des recherches, pour programmer des missions de terrain, et qui doivent s'équiper justement de laboratoires et des espaces de travail et tous les instruments nécessaires pour les sciences auxiliaires de l'archéologie. Donc effectivement, nous avons le Centre national de recherche en archéologie, nous avons le Centre national de recherche en préhistoire et les sciences de l'homme. Donc c'est deux institutions qui sont chargées justement de mener ces programmes de recherche en matière d'archéologie sur le territoire national. Alors, on poursuit donc notre voyage dans le passé pour parler cette fois-ci de Tirnif, et sans aucun doute l'un des sites archéologiques les plus importants en Afrique du Nord. Alors en plus de l'acheléen ancien qui caractérise ces gisements, il a été rendu célèbre par la découverte des restes d'un homme. Des fouilles avaient permis, dans les années 1950, à des scientifiques de découvrir les ossements d'un Homo erectus datant du Paléolithique inférieur, soit entre 800 000 à 400 000 ans avant notre ère. Alors, on lui avait donné le nom d'Atlanthrope ou l'homme de l'Atlas. Le reportage est signé Bouchra Abouali. Vieille de 700 000 ans, cette mandibule est celle de l'Homo erectus Atlanthropus mauritanicus, ou plus simplement l'homme de Palikao, l'actuel Tirnif, la commune de Mascara, où a été découvert dans les années 50 ce reste fossile humain. Selon les paléontologues, l'homme de Tirnif est de ce fait l'ancêtre des Nord-Africains. Donc cet homme est le plus vieux, c'est-à-dire le plus vieux en Afrique du Nord. Quel âge a-t-il ? Donc, estimation de l'âge par méthode paléomagnétisme, c'est 0,7 millions d'années. Donc, par une équipe franco-algérienne, donc ça, c'est dans les années 1982. Par contre, actuellement, il y a on est en train de revisiter et de réviser même le site. Donc, la chronologie, probablement,
elle est un peu plus âgée que 0,7 million d'années, elle est vers 1 million d'années. Pour l'heure, seules 3 mandibules ont été découvertes. Il y a 3 mandibules, donc à part les mandibules et les dents isolées et le pariétal, pour le moment, on n'a rien trouvé, on trouve que des restes de faune, avec des traces de boucherie bien sûr. Depuis 2013, des études sont continuellement menées sur le site acheléen de Tirnif pour découvrir le mode de vie des hominidés de cette région, explorer leurs capacités cognitives et leurs moyens de subsistance. Un travail qui a été réalisé cette année en 2018. Donc, on a compris quelque chose sur les comportements de subsistance de cet hominidé. Donc, cet hominidé consommait de la viande, de la chair, donc de tout ce qui est des taxons d'herbivores, les gros, les petits et les moyens. Les grands, c'est pour la première fois en Afrique du Nord, on trouve une exploitation énorme de taxons les plus grands, donc l'hippopotame, le rhinocéros et l'éléphant, ainsi que comme les équidés, les bovidés, ainsi de suite. Donc cette conclusion est attestée par les évidences d'activité anthropique sur les ossements qu'on a retrouvés et analysés avec des microscopes et ainsi de suite. Et aussi avec ces ossements qui portent les évidences d'activité anthropique sont en association avec une industrie lithique, donc les bifaces et les éclats. Donc ces outils ont été utilisés pour extraire la chair. Ces études ont par ailleurs révélé que l'homme de Tirnif aurait eu un comportement un peu plus évolué que celui de ses aînés, découverts en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, les ossements de l'Atlanthrope se trouvent au musée de l'Homme à Paris. Seul son moulage est exposé au musée du Bardo à Alger. Alors, professeur Dradji, là, nous sommes par contre en présence de restes humains, contrairement au site de Ain Bouchrit. Effectivement, là, on est pratiquement le seul site achelien qui a donné des restes humains. Alors, expliquez un peu la signification du mot achelien. Donc on explique un petit peu. Donc, on a les cultures dites du Paléolithique inférieur. Il y a l'Oldowanien, comme la première culture de l'Homo habilis, qui a connu c'est-à-dire une présence très, très, très importante en Afrique de l'Est. Après, il y a eu l'expansion. On retrouve l'Oldowanien en Afrique du Nord, mais le site le plus important de l'Oldowanien, avec contexte stratigraphique et en même temps de faune, c'est la région de Sétif, dans le bassin. Et on a d'autres sites, mais donc moins importants de l'Oldowanien. Alors qu'à l'Achelien, on a de nombreux sites, soit dans le nord, soit dans le sud. Alors, juste pour dire que dans le sud, on a un site qui est moins ancien que celui de Tirnif, le site de Tihoudaï, qui a été daté à l'époque, c'est un ancien lac, qui a été daté à l'époque de 300 000 ans. Alors l'importance du site de Tirnif, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a un site localisé dans l'espace, où il y a beaucoup de faune, et on a une industrie lithique essentiellement du groupe achelien, c'est-à-dire des bifaces et des HO, et également avec des outils sur éclat. Et on a également de nombreuses faunes, de grandes faunes telles que l'hippopotame, telles que la girafe, etc. Et même de la microfaune, des rongeurs. Donc l'importance de ce site-là, à travers le nouveau projet qui a été développé en 2013, c'est de redater le site. C'est-à-dire réévaluer l'âge qui a été donné avant. Parce que l'âge qui a été donné avant, il a été estimé dans les années 80 d'environ 800 000 ans. Mais nous, on pense que le site peut aller jusqu'à 1 million à 1,2 million. Ça c'est l'hypothèse de travail. Et actuellement, il y a des équipes de géochronologie qui travaillent sur ça. Ça veut dire qu'ils appliquent pratiquement les mêmes méthodes qu'on a appliquées dans la région de Haïlanesh, à la fois le SR et l'OSL. C'est-à-dire, pour simplifier un petit peu, c'est des méthodes qui utilisent le quartz, qui est un élément minéral, pour dater le site et donner des dates chiffrées en quelque sorte. Également, il y a un aspect méthodologique, c'est-à-dire que nous, les dernières années, on applique toutes les méthodes universelles, c'est-à-dire les mêmes méthodes qui sont appliquées dans des sites importants dans le monde et qui touchent à la fois le comportement de l'homme par rapport à son milieu, l'interaction de l'homme par rapport également à ce qu'on peut appeler le couvert végétal
et également tout ce qui concerne l'activité de chasse et l'activité de la taille des outils, l'approvisionnement en matières premières. C'est-à-dire tous ces aspects-là vont nous permettre certainement de mieux cerner cet aspect-là et étudier également d'autres relais de cet achelien, parce qu'on le retrouve également dans des sites qui ne sont pas loin. On a à Moslaganem le site d'Arayah qu'on fouille depuis 2001, et c'est un site qui, même s'il n'y a pas de la faune, mais on a une très grande et importante industrie lithique et qui est liée au bassin méditerranéen. C'est-à-dire qu'à la fois, on a l'africanité de cet achelien, qui ressemble beaucoup au site africain. Alors, quand vous dites africanité, est-ce que ça veut dire qu'il est à la fois originaire de l'Afrique, de quelle région, ou bien il est carrément originaire de l'Algérie, c'est-à-dire des régions... C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est simple, c'est-à-dire que l'achelien est caractérisé par le biface. Ce biface-là, on le retrouve pratiquement dans c'est un outil. C'est un outil. C'est-à-dire on le retrouve pratiquement en Asie, on le retrouve en Afrique, en Europe. Sauf que le hachereau, il est africain. Et le hachereau, c'est un outil qui vient avec le biface. Donc, nous, quand on étudie ces industries lithiques, on essaye de reconstituer ce qu'on peut appeler les chaînes opératoires. Donc, le processus de fabrication, la technologie en quelque sorte lithique. Et à partir de là, on a identifié des techniques qui sont africaines. Par exemple, on va citer quelques techniques qu'on retrouve même au Sahara, dans la région de Tell el-Bala, la technique de Tell el-Bala Tachenrit, ou bien on a d'autres techniques, par exemple Kambewa, qu'elle est en Afrique. Donc ça, on les atteste sur nos objets. Ça, c'est le caractère africain. Maintenant, il y a une autre expansion vers le littoral. C'est-à-dire on a une expansion qui est très large, parce que l'achelier couvre pratiquement toutes les régions d'Algérie, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Et quand il se rapproche vers les côtes méditerranéennes, on a une ressemblance avec certains sites qu'on retrouve en Espagne ou au sud de la France. Donc ça veut dire que c'est pour ça, quand on parle de l'expansion de l'achelien, on parle si on veut, à la fois d'une africanité qui va vers l'Europe. C'est-à-dire et non pas l'inverse. Pas l'inverse. Et c'est là où même il y avait des chercheurs, il y a de nombreuses années, ils ont oublié un petit peu le passage vers le détroit de Gibraltar, c'est-à-dire le passage du Maghreb vers l'Europe. Et cette hypothèse a été reprise il y a une dizaine d'années par des équipes espagnoles, parce qu'ils ont trouvé également des sites qui ressemblent énormément à ce qu'on trouve en Afrique du Nord. Ça veut dire que de ce fait-là, nous, quand on parle de peuplement, c'est un peuplement continu. C'est-à-dire que quand on vient, par exemple, il y a deux côtés, le côté paléontologique ou anthropobiologique de l'homme. Là, on est ce qu'on peut appeler l'atlanthrope, qui a changé chaque fois de dénomination, parce qu'avant, c'était des pithecanthropes. Et là, on l'intègre dans ce qu'on peut appeler l'homme argacère. C'est-à-dire que c'est des formes qui sont africaines, et en même temps, il y a certaines évolutions qu'on voit dans des périodes plus récentes. C'est-à-dire, si on voit les autres pays du Maghreb actuellement, par exemple au Maroc, on a des sites qui ont donné de l'homme, mais ils sont datés de 300 000 ou de 400 000. Donc là, on est dans un cas de figure très important, du moment où on a un achelien où il y a de la faune, où il y a de l'homme, et en même temps, j'espère que dans les prochaines campagnes de fouilles, dans le site de Palican, on pourra trouver des restes humains, parce qu'il y a cette possibilité, parce que le site il est délimité. Donc c'est pas comme le site de El Hnesh ou Ain Bouchret, où c'est un grand bassin qui fait à peu près 80 km². Et est-ce que les difficultés sont d'ordre matériel? Les difficultés, bon, il y a un problème dont les collègues ont parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la logistique, grosso modo, c'est-à-dire une logistique qu'on peut faire, il y a une logistique qu'on ne peut pas investir. C'est-à-dire on ne peut pas investir dans des laboratoires de géochronologie parce que ça coûte $10 millions. Donc c'est très cher. Donc ce qui fait que c'est pour ça que le site de El Hnesh ou Ain Bouchret a été daté par des équipes qui travaillent dans des centres de recherche étrangers. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est-à-dire en appliquant des méthodes de pointe, parce que maintenant l'archéologie, elle fait partie des sciences qui utilisent tout ce qui est géoscience. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on est obligé de l'appliquer. Pourquoi? Par souci d'arriver à plus de données et en même temps pour mieux comprendre l'entité humaine
matérialisé soit par sa production culturelle et par rapport également à des aléas du milieu tels que les changements climatiques ou bien tout simplement l'explication de l'existence de ces groupes humains acheuliens dans les différents territoires. Je passe à vous, Monsieur Harichen Zoher, donc de cet Algérien ancien, si je peux appeler ça comme ça, à la culture acheulienne propre à la fois à l'Afrique et au nord de l'Afrique. Nous n'avons gardé en Algérie qu'une reproduction d'une mandibule. Oui, en fait, parce que c'est-à-dire les découvertes ont été faites entre 54 et 56. Et c'est-à-dire en ce moment-là, c'était une équipe française qui travaillait. Donc, quand ils sont partis, donc ils ont pris avec eux les originaux et ils ont laissé les copies. Donc, ils ont laissé. Nous avons au musée, nous avons deux copies de mandibules. En fait, la découverte sont 3 mandibules et une partie du pariétal et quelques dents isolées. Mais le musée possède seulement deux copies de mandibules et c'est tout. Donc, justement, on a repris les fouilles, c'est-à-dire on a repris les fouilles et le projet en 2013 pour un peu reprendre ce qui a été fait avec une vision purement algérienne. C'est-à-dire voir la possibilité s'il n'y a pas d'autres restes humains dans le site, vu que le site, comme l'a dit le professeur Daradji, il est délimité, donc il y a une très très forte chance de retrouver des restes humains aussi. Mais est-ce que nous avons le droit, est-ce que l'Algérie a le droit de réclamer ces mandibules ? Bon, elle a le droit, mais je ne sais pas si, en fait, ces fouilles ont été faites entre 54 et 56. Je ne sais pas ce que dit les accords d'Évian sur ces fouilles dans le cadre du patrimoine, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui ont été dites, c'est-à-dire dans les accords d'Évian concernant le patrimoine. Mais de toute façon, nous avons, c'est-à-dire l'équipe de recherche, nous avons, c'est-à-dire cette conviction de retrouver d'autres restes humains, que ce soit à Ternif ou bien à El Ahnish, vu qu'il y a un gros potentiel archéologique et qui attend d'être découvert. La même question que je vous pose, c'est-à-dire, est-ce que l'Algérie a le droit de réclamer Enfin, oui et non, mais c'est-à-dire il y a des mécanismes pour ça. Donc le patrimoine, quand il est protégé, quand il est classé patrimoine mondial, il y a d'autres mécanismes aussi. Au fait qu'il faudrait que l'Algérie se manifeste aussi. Confirme cet intérêt pour ces objets-là. Et là, on peut enclencher des procédures, justement. Il y a des mécanismes pour ça, pour récupérer ce patrimoine qui est conservé dans des musées étrangers, pas seulement en France, mais ailleurs aussi. Il y a des exemples de bonnes pratiques dans ce sens. Des pays ont pu récupérer leur patrimoine dans des pays qui ont pu posséder ces objets d'une manière ou d'une autre. Et ça peut se faire, mais il faudrait que nous, on se manifeste dans ce sens et donc enclencher des procédures dans ce sens aussi. Alors, de l'homme de Ternif, on passe à une époque, je dirais, moins lointaine, pour parler d'un autre homme, celui de Mechtal Arbi, qui est par contre, si je me rappelle bien, un homo sapiens, Monsieur Daradji. Oui, effectivement. Bon, là, avant de répondre à cette question, c'est-à-dire que quand on va voir le cheminement de ces populations, ce peuplement, c'est-à-dire qu'on a des cultures où on n'a pas de restes humains en Algérie. C'est-à-dire, par exemple, on a des restes humains pour la période acheulienne, telle que Ternif. La période qui vient après, le paléolithique moyen, on n'a pas de restes au niveau de l'Algérie parce qu'il y a très peu de sites avec contexte stratigraphique qui ont été fouillés. Cependant, on retrouve ces restes-là au Maroc. Par exemple, cette période-là. Et à partir de là, on a directement beaucoup de restes Homo sapiens sapiens. Ces restes d'Homo sapiens sapiens, ils s'inscrivent pour ces périodes culturelles à ce qu'on peut appeler soit les Mechtoïdes, soit les proto-méditerranéens. Mais là aussi, il y a une problématique. C'est-à-dire qu'avant,
ces deux spécimens, si on veut, ces deux types humains, ont été liés à des cultures différentes. À la fois, les proto-méditerranéens, ils ont été liés à la culture capsienne, ce qu'on appelle le capsien. Par rapport à la ville de Gafsa, pour expliquer. Le site éponyme de Gafsa. Ouais. Et en même temps, on a les Mechtoïdes qui sont liés à ce qu'on peut appeler l'Ibéro-Mauricien. Bon, C'est-à-dire on a ces deux entités. Là, c'est-à-dire que maintenant, même ici, il y a des équipes qui travaillent sur ça, de CNRPH, c'est sur une période un petit peu récente. Et là, il y a une autre vision. C'est-à-dire maintenant, nous dans notre vision à nous, c'est-à-dire qu'il y a une continuité de l'occupation du sol. C'est-à-dire que ces périodes ont été étudiées dans un cadre purement anthropométrique à l'époque. Maintenant, les études sont plus complexes. Il y a des études anthropobiologiques et en même temps paléopathologiques. C'est-à-dire comprendre les affinités qu'il y a avec ces peuplements de cette période-là, ce qu'on appelle la préhistoire récente. Donc, ce qui fait que actuellement, les données qu'on a, on a des territoires dits capsiens et des territoires dits ibéro-mauriciens. Or, les dernières recherches sur le terrain remettent en cause cette vision ancienne. C'est-à-dire qu'on a le même peuplement, il y a une possibilité de métissage, de contact entre les Mechtoïdes et les proto-méditerranéens par rapport aux aléas climatiques. Ça c'est des explications. Pourquoi dire ça? Parce que sur le plan production culturelle, pratiquement, il y a une similitude de l'ibéro-mauricien par rapport au capsien. Soit par rapport au type d'outils utilisés, par rapport à certains rites, par rapport à l'art également mobilier. Ça veut dire que même cette vision-là, elle doit changer. Elle doit changer, c'est-à-dire pour dire quoi? Qu'on n'a pas une mosaïque de peuplement. Mais on a un peuplement en continu. Tout simplement, c'est des territoires qui sont sujets à des changements climatiques. Il y a également des problèmes qui sont liés à ce qu'on peut appeler le mode de vie, mode de nutrition, donc soit la cueillette, la collecte ou bien tout simplement la chasse. Donc parfois, l'homme est obligé de quitter, de partir vers d'autres lieux, uniquement pour les besoins et uniquement comme condition première, par exemple, de survie. Donc c'est des visions qui nous Cela n'impacte pas son origine qui est à la fois... Non, parce que l'origine, il y a eu... c'est-à-dire quand on parle d'origine... Parce que le problème, il est où? C'est-à-dire quand on parle de la paléontologie ancienne, c'est-à-dire quand on parle de l'origine de l'homme, là, il y a une intervention de ce qu'on peut appeler de l'implication du psychisme sur le changement physiologique. Mais quand il s'agit de parler des Homo sapiens, c'est pratiquement des points autres, c'est-à-dire là, on parle de taille, de dimorphisme sexuel, etc. Donc c'est des aspects très réduits. C'est des aspects qui peuvent peut-être seule la génétique peut donner de nouvelles données pour relier ces populations. Et est-ce qu'on exploite justement ces terrains génétiques? Il y a eu des tentatives par le passé. Il y a eu malheureusement, il y a eu des étrangers qui étaient intéressés par ça dans les années... je me souviens, au début des années 80, il y avait des Espagnols qui nous ont contactés, qui travaillaient sur les similitudes entre les populations des îles Canaries et la partie nord-africaine. Donc on sait qu'il y a des similitudes qui vont durer dans le temps, même dans l'histoire. Mais là, c'est-à-dire que quand on a... Parce qu'il y a une possibilité de trouver de l'ADN pour les sujets parce qu'ils sont récents. Donc c'est des sujets qui sont datés généralement de 22 000 jusqu'à pratiquement 7 000 ou 6 000 ans. Monsieur Hamoum, on dit que l'homme de Mchtal Arbi a pu subsister jusqu'au Paléolithique, qui est une date quand même très avancée dans l'échelle chronologique. Là, je pense que mes collègues pourront répondre mieux que moi, mais tout à fait. Donc, M. Daraji, il est mieux placé pour répondre à cette question, justement. Alors, il est plus spécialiste. Vous pouvez nous répondre. Et comme ça, on va faire la jonction avec M. Hamoum concernant la question. Il y a eu des études par le passé qui ont été faites de toutes les populations, c'est-à-dire les populations préhistoriques, proto-historiques et historiques. Donc, il y a eu, dans la population actuelle, il y a une persistance de ce qu'on peut appeler les Mechtoïdes. Ça, c'est un fait. On a des collègues... Et on les retrouve où? On les retrouve un peu partout, surtout dans la partie du Nord. On a par exemple un collègue, M. Djilali Hadjouis, qui est paléontologue. Donc il a établi ces faits. Donc on a, si on veut, les caractères acquis de ces populations préhistoriques. Ça sur le plan paléontologique, c'est-à-dire sur le plan, si on veut, hérédité en quelque sorte. Reste que sur le plan culturel, c'est
une autre question. C'est-à-dire, nous, en préhistoire, on travaille sur des périodes culturelles, c'est-à-dire Pléistocène, subdivision inférieure, moyen, supérieur, et puis on entre dans une autre période, c'est l'Holocène. Tout ce qui est néolithique, néolithisation, et en même temps, c'est ce qu'on appelle l'avènement de l'histoire. Donc là, cette continuité, elle s'explique. Elle s'explique par le changement de vie, elle s'explique également par la conquête d'autres territoires, elle s'explique également vers l'utilisation de la poterie ou autre chose. Donc ce qui fait que ce qu'on peut dire, c'est que ces périodes-là sur le plan humain sont très connues parce qu'il y a beaucoup de restes humains. Par exemple, il y a des sites qui ont donné des squelettes complets, des sites qui se trouvent, par exemple, le site de Falou, le site de Taza, par exemple, dans la baie de Bijaya, la région de Bnisserwal, ce qu'on appelle la région de Bnisserwal. Là, les fouilles ont donné de nombreux restes humains pratiquement complets. Également dans d'autres sites qui sont cantonnés, soit dans la région de Sétif, ou bien dans la région de Shia, de Tbissa, etc., où il y a ce qu'on appelle les escargotières. Pratiquement tous les escargotières ont donné des restes humains, attribués à ce qu'on peut appeler les sujets proto-méditerranéens. Donc là, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un aspect de similitude par rapport à la culture. Il y a une différence par rapport au squelette. Alors, quand on parle de proto-méditerranéen, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler aussi de ce qu'on pourrait appeler peut-être proto-berbère. C'est-à-dire, est-ce que le Amazigh est descendant de ce Homo sapiens qui est l'homme de Mjtana Arbi? Sur le plan étymologique, c'est un peu plus complexe. Parce que quand on parle de berbère ou libico-berbère, etc., donc nous, il y a une notion de l'espace. C'est-à-dire, quand on parle de notion de l'espace, c'est-à-dire l'espace géographique, occupation d'un espace géographique en termes d'archéologie, ça veut dire site archéologique. Donc, à travers ces concepts, on peut dire, à travers ces concepts, qu'il y a une continuité dans la culture. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est simple, qui est logique. C'est-à-dire que l'homme, depuis qu'il est là, il n'a jamais quitté sa place. Donc il y a une évolution. Cette évolution, elle est dépendante de plusieurs facteurs. Soit les facteurs qui sont liés à l'environnement, soit des facteurs plus tard qui sont liés à des invasions. Par exemple, quand on parle des périodes historiques, on a beaucoup de cultures, surtout à travers le bassin méditerranéen. Il y a Punique, principalement. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est plus complexe. Donc cette complexité fait qu'il y a eu des tentatives d'études à l'époque des nécropoles romaines, ou bien de ce qu'on peut appeler certains sites mégalithes, tels que les dolmens, etc. Mais là, il y a des rapprochements qui ont été faits dans la continuité, sur le plan anthropologique. C'est-à-dire, c'est tout à fait logique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le sapiens. Donc, le sapiens, ce qui change dans le sapiens, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on a un apport de confort, de nutrition. Donc, la taille, automatiquement, il y a plus de sels, de minéraux pour les dents, etc. Donc, dans ce confort-là, on le retrouve quand il y a une stabilité. Et cette stabilité, on peut la remettre en cause dans des périodes de conflit par rapport aux périodes historiques. Tout ce qui concerne les guerres, la famine, les maladies, etc. Par contre, en préhistoire, c'est plus complexe. Parce qu'en préhistoire, nous, on comptabilise les données liées à la paléodémographie, c'est-à-dire la démographie ancienne, par rapport aux restes humains trouvés. Donc, cette période récente, il y a beaucoup de squelettes qui ont été trouvés. Reste maintenant, pour sortir un petit peu du schéma classique de l'anthropométrie, c'est-à-dire étudier autre chose, soit la paléopathologie, c'est-à-dire définir la mort des individus, c'est-à-dire est-ce que c'est dû à une mort naturelle, à une mort par la famine, etc. Et d'un autre côté, comme j'ai dit tout à l'heure, introduire d'autres recherches telles que l'ADN qui peut, à mon avis, permettre plus tard de faire la part des choses par rapport à ces deux populations récentes, de la préhistoire récente, à savoir tout ce qui concerne les Mishtaouides et les proto-méditerranéens. Est-ce qu'on s'oriente, Madame Nchar Bouachi, dans les instituts ou l'Institut d'archéologie, est-ce qu'on oriente dans ce sens, justement ? Est-ce qu'on s'oriente dans ce sens, c'est-à-dire que sortir de cette anthropométrie et aller vers... Tout à fait, étant donné que, comme l'a dit mon collègue professeur Darradji, tous les projets de recherche que l'enseignant et le chercheur entament
c'est essayer de trouver la relation et la corrélation entre le sillage de l'être humain dans cet espace. Donc, si on doit parler, vous avez dit tout à l'heure un mot berbère, le mot berbère n'existait pas à l'époque préhistorique. Le mot berbère, vient bien après. Bien après. Et puis, ces berbères, c'est des tribus. Et tribus berbères, c'est plusieurs appellations. C'est pas seulement une tribu seulement. Et il y a, comme on dit en arabe, qaba'il. Ils l'ont traduite par berbère. Mais les tribus sont différentes au Maghreb, d'une manière générale. Tout le Maghreb, allant de l'extrême ouest de l'Atlantique jusqu'en Libye, vous allez trouver une multitude de tribus et vous allez, durant toute l'époque, que ce soit de la préhistoire jusqu'à l'époque antique, jusqu'à l'époque médiévale musulmane, vous allez trouver un aller-retour de ces tribus d'un endroit à un autre. Donc nous ne pouvons pas dire tribu berbère, je pense à l'époque préhistorique, parce que déjà à l'époque préhistorique, il y a la j'ai parlé de proto-berbère qui serait descendant de cet homme de proto-histoire. Voilà. C'est à partir de la proto-histoire que nous pouvons dégager ce terme, en tant que le terme tribu. Donc ces tribus-là étaient très diverses et qui se déplaçaient d'est en ouest et du sud au nord. Donc nous avons quand même l'originalité du Maghreb, c'est cette multitude et tout cet amalgame de peuplement qui s'échelonne pendant des siècles et des siècles. Alors, on peut, un peu moins loin dans la préhistoire, l'épopée des ancêtres en Algérie se poursuit. Nous sommes désormais au néolithique et là aussi, l'Algérie a beaucoup de choses à raconter sur les anciens et leur nouvelle culture, dont on retiendra surtout l'art pariétal et celui de la sépulture. De Tindouf au Tassili Nadjer, c'est un véritable musée à ciel ouvert qui s'offre aux visiteurs. Je vous propose de regarder ce reportage. Une merveilleuse immersion dans la préhistoire, dans le monde de ces peuples pasteurs nomades d'il y a 4000 à 10 000 ans avant notre ère. Elle me fait songer au fait au lien ombilical qu'ont toujours entretenu les Peuls, encore aujourd'hui avec le zébu, ce bœuf typique du Sahara central, aux cornes en croissant de lune. Seraient-ce les Peuls Ouadabé, ici avec leur silhouette longiligne, qui leur sont si caractéristiques? Tête ronde, c'est l'épithète pour désigner l'homme du néolithique saharien qui s'est représenté avec un port de tête arrondi. Sa période remonte jusqu'à 12 000 ans selon les datations toujours en vigueur. Aujourd'hui, nombre de chercheurs remettent en cause ces datations et remontent encore à plus loin dans le temps ces trésors rupestres qui nous sont légués par ces ancêtres artisans de la grande civilisation saharienne. Un long, très long voyage à rebrousse-temps que ces parois rupestres où il n'est pas toujours aisé d'en déchiffrer le mystère. Nous sommes toujours à Inezen. Inezen signifie le lieu des mouches. Nulle présence de mouches pourtant, mais plutôt celle de mastodontes sur une paroi rocheuse qui me dit que les bubales aux cornes massives et les bœufs de Mankhor sont bien vivants ici. Hippopotame et son petit, personnage anthropomorphe, un temps où l'eau abondait encore voilà 20 000 ans, à la période du Paléolithique. Nous sommes toujours au sud de la Tadrart, à Amen Samidnin, les eaux fraîches en Tamahar, la langue tergui.
toute fraîche aussi. À l'échelle du temps, cette fresque de la protohistoire, narrant entre 2000 et 1500 ans avant notre ère, le quotidien d'une période de notre Sahara central, entrée dans une phase aride que nous vivons toujours, une adaptation de nos ancêtres remarquable à cette nouvelle ère où ils ont intellectualisé alors la communication en inventant l'une des premières écritures au monde. La Tifinagh, toujours d'usage aujourd'hui. عندنا التلبيك يتورجس كنو هنا يديروا هكيت يا نرجع شغيرك لي غيوت يا نرجع شغيرك جتما غدرنا. Nous sommes au lieu-dit Ijnouten. Tout un tableau de gravures sur cette paroi qui raconte la domestication du dromadaire au Sahara, voici 2000 ans avant notre ère, lorsque la selle avait déjà été inventée. Pointe de lance, lorsque l'industrie métallurgique était déjà en vigueur dans nos contrées sahariennes, voilà des milliers d'années. La faune familière, mais aussi les messages tifinagh de la protohistoire. Sur cette fresque, plusieurs périodes préhistoriques se superposent. Elle cache bien ses secrets, la Tadrart, qui n'a pas fini de parler à qui sait l'entendre. La vache et son petit dans l'intimité du lieu. Fabuleux talent de ces artistes du néolithique qui peuvent même s'incruster dans l'étroitesse d'un couloir pour immortaliser ce qui leur était cher. Nous empruntons une piste au bout de laquelle apparaît un majestueux abri sous roche vers lequel nous nous précipitons. La paroi rocheuse est décorée d'une sublime fresque rupestre. Des bovidés sont représentés par troupeaux entiers. Du blanc et des nuances d'ocre rouge sont les couleurs choisies par l'artiste. Ici s'exprime l'art des pasteurs. Ces animaux étaient élevés pour leur lait, leur viande et leur peau. Ces peintures, dénommées art bovidien, ont été réalisées durant la période allant de 7000 à 2000 ans avant notre ère. Au sol, on trouve différents outils. Ici, une palette pour la préparation des couleurs. Elle est constituée d'un ensemble de cupules ainsi qu'une molette pour broyer et homogénéiser les produits colorants. On ne peut s'empêcher d'être admiratif et se demander comment des hommes considérés comme primitifs ont pu réaliser des œuvres aussi belles. Nous quittons Tim Hamaren pour nous diriger vers un autre site appelé l'abri des bovidés et du lion. La roche est ornée d'une scène de bovidés, animaux domestiqués depuis le 7e millénaire avant notre ère. Ici, l'artiste a utilisé la technique de la gravure sur roche par piquetage et incision. À l'intérieur de cet abri, la gravure montre un bovidé dont le corps est entièrement gravé par piquetage. Les contours sont réalisés en traits polis en forme de U. Derrière le bovidé, un lion gravé de profil, prêt à bondir sur sa proie. Mais tu n'es pas arrivé encore, si. La représentation est saisissante de réalisme.
À quelques encablures de Oued el-Ethil, on aborde les massifs montagneux de Ouarkziz. Au lieu dit Ruyana, on découvre de nombreuses gravures rupestres ayant appartenu à différentes périodes de la préhistoire. Les artistes de la préhistoire ont utilisé deux techniques dans à Ruyana, on découvre sur notre chaîne Canal Algérie. Ils sont réalisés respectivement par Naïma Chekchek, Bouzid Ould Houssine et Rahim Abdelaziz. Alors, Monsieur Hamoum Toufiq, nous sommes bel et bien au néolithique et ma première question est une conclusion de plusieurs chercheurs qui disent que l'apogée néolithique est incontestablement saharienne, comme on vient de le voir dans ces images. Absolument. Et effectivement, donc, à partir de ce reportage, on peut souligner que le parc du Tassili, de Tassili ou bien de la Haga, c'est un réservoir justement d'un savoir qu'on n'a pas valorisé jusqu'à présent. Parce qu'à partir de là, on peut justement partir sur cette idée d'algérianiser le patrimoine, de lui redonner sa dimension algérienne et de l'ancrer justement dans notre dimension. Donc le Tassili, les gravures rupestres et les parois et les peintures pariétales racontent beaucoup de choses et c'est à nous justement de faire la lecture
pour déceler justement les messages qu'on pourra justement interpréter à notre manière. On vous prend l'exemple. Donc la datation remonte jusqu'à 10 000 ans et d'après, si on fait une comparaison avec l'Égypte, les plus anciens restes de l'Égypte ancienne remontent à 3275. Donc là, on est dans une phase un peu antérieure, enfin, beaucoup plus antérieure à l'apparition de l'Égypte. Il ne faut pas oublier que l'Égypte, c'est une grande civilisation mystérieuse. Bon, c'est vrai qu'elle a cette dimension civilisationnelle et culturelle, mais il ne faut pas oublier que la première phase, c'est-à-dire la naissance de la civilisation égyptienne, elle est abstraite pour nous. Donc, on n'a rien. Subitement, comme ça, elle apparaît une civilisation dans une zone géographique et un contexte chronologique bien déterminé, bien limité. Mais par contre, là, en Égypte, on est bien avant, au Tassili, on est bien avant l'apparition de l'Égypte. Donc, il y a beaucoup d'éléments de rapprochement dans la religion égyptienne. On peut retrouver les origines de la religion égyptienne, du panthéon égyptien, dans le Tassili. On prend un exemple, le bœuf Apis, qui est connu comme divinité importante dans le panthéon égyptien. On le retrouve, il est sacré, on lui a consacré des rites, il a été sacrifié et enterré dans des cimetières à Bovin. Donc il y a tout un rituel, il y a toute une pratique funéraire qui est derrière. Donc c'est une pratique d'une conception religieuse. Donc là, on parle de métaphysique, mais a priori, c'est une religion. Donc c'est une conception religieuse. Mais en Égypte, elle est ordonnée, elle est organisée, la religion égyptienne. Mais une très grande partie de la religion égyptienne, elle est issue justement de cette région qui est le Tassili et de la... Et justement, est-ce qu'on peut parler d'une inspiration de ces populations qui ont habité le Sahara algérien, du Tassili Niger, concernant l'art de la sépulture chez les Égyptiens? D'autant plus qu'on avait cet art en Algérie. Bon, il y a des rapprochements, effectivement, mais l'art funéraire, enfin, l'architecture funéraire en Égypte, elle a ses spécificités, à la région même. Mais au Tassili, c'est d'autres pratiques. Mais le rapprochement est surtout sur le plan culturel et sur le plan religieux. Donc c'est ça le plus important. On y retrouve par exemple des figures au Tassili, dans la Hagar, des figures dites mi-homme et mi-humain, mi-homme et mi... on dit même extraterrestre. Voilà, anthropomorphique. Donc voilà, on parle le même canon, on le retrouve en Égypte. L'art égyptien a adopté le même canon. Les divinités égyptiennes sont toujours représentées mi-homme, avec une tête d'un animal qui est sacrifié à cette divinité. Donc vous voyez, le rapprochement, il existe. Simplement, il faudra le décortiquer et faire la lecture et faire la comparaison et mettre chaque élément dans son contexte. Donc les réponses sont sur nos sites. Elles sont chez nous. Donc finalement, l'Algérie est le véritable berceau de l'humanité. Donc le rayonnement culturel dans toute l'Afrique du Nord, dans tout le nord de l'Afrique, y compris l'Égypte, on retrouve des éléments, bon, pas tout à fait, mais on a beaucoup donné à l'Égypte, à partir du Tassili et de la Hagar. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'on peut tirer de ce trésor qui sont dans ces régions-là. Et bien sûr, le Nord aussi a été influencé par, à une période ultérieure, a été influencé aussi par l'Égypte. Donc, à titre comparatif, voilà les éléments, comment on peut algérianiser ce patrimoine de l'Afrique du Nord, complètement. Alors, Monsieur Dradji, on passe du nomade pêcheur, chasseur, cueilleur à celui de l'éleveur semi-nomade, de l'agriculteur, alors qui change de culture ou plus ou moins développe cette culture pendant ce néolithique. Bon, avant de répondre à ça, là on est dans un autre contexte, un autre environnement saharien. C'est-à-dire que sur le plan géomorphologique, on a le Bas-Sahara, c'est-à-dire les territoires entre l'Atlas saharien et la région d'Ain Salah pratiquement, et on a le Sahara central, où on a à la fois le Tassili des Agers et le Tassili du Hogar. Donc ce qui fait que quand on parle d'Holocène, donc période récente,
cela n'empêche pas de revenir un peu en arrière. C'est-à-dire que comme on a fait pour le Nord, on a une présence humaine depuis pratiquement le paléolithique inférieur au Sahara. On a des cultures du paléolithique inférieur, achelien, on a des cultures du paléolithique moyen, attérien, et on a des faciès qui sont paléolithiques, et après on a le néolithique. Donc on a un territoire qui était depuis longtemps occupé. Pourquoi il y a une focalisation sur le Sahara? Parce qu'il y a l'art. C'est-à-dire que quand on parle d'étudier la préhistoire saharienne de cette période-là, on parle de gravure, de peinture. Et en même temps, on néglige beaucoup d'autres choses. Par exemple, on parle moins de production culturelle telle que par exemple les outils ou tels que par exemple certains produits utilisés dans une activité telle que l'agriculture, par exemple les molettes, les meules, etc. Donc là, le Sahara, c'est-à-dire pour arriver à une terminologie un petit peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on lie la recherche au climat. Donc les données climatiques au Sahara, on les connaît uniquement à partir de 200 000 ans. La meilleure connaissance du climat pendant l'Holocène, elle est établie à partir de ce qu'on voit comme représentation artistique. C'est-à-dire, on a les différents types de faune qui représentent, par exemple, on prend un petit exemple, certaines faunes représentées nécessitent, par exemple, la présence d'une importante couverture végétale. Par exemple, les éléphants, qui ont besoin de consommer un nombre important de feuilles, par exemple. L'hippopotame, qui a besoin également d'espace, si on veut, lacustre, ce qu'on retrouve actuellement au niveau des gueltas, au Sahara. Donc ça, c'est la plus grande importance. Maintenant, le mode de vie, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a nomades, semi-nomades, et même certaines populations actuellement continuent à être nomades, semi-nomades. Donc ça, il n'y a aucun problème. Reste maintenant, comment étudier la représentation artistique? Il y a deux visions. Il y a la vision de l'archéologue ou du préhistorien, et il y a une autre vision de l'artiste et en même temps de celui qui fait de la paléoethnologie ou l'ethnographie. Pourquoi? Parce que pour comprendre ce qui a été représenté, parce qu'il y a la vie quotidienne, c'est-à-dire l'aspect spirituel, l'aspect matériel, à travers pratiquement toutes ces peintures et ces gravures, et certains, pour mieux comprendre, il y a une persistance de la même vie chez certaines populations actuelles, telles que les Peuls, par exemple, les Maasai, qu'on retrouve actuellement en Afrique, et pratiquement il y a les mêmes cultes qu'on voyait à travers ces peintures et ces gravures. Dans l'utilisation de l'encre. De l'encre ou bien certains produits magiques, ou bien il y a parfois certaines exagérations dans la représentativité. Par exemple, les personnages masqués, les dieux de Séphar, il y a beaucoup de choses en ce sens. Est-ce que l'art pariétal du Sahara algérien peut apporter des réponses, par exemple, sur les origines des gétules et des garmantes, par exemple? Si, il y a... Vous avez parlé de paléontologie. Il y a des historiens qui ont utilisé la période récente, c'est-à-dire la dernière période où on représente le cheval, on représente également la charrue, les javelots, tout ça. Bon, ça, c'est lié soit à l'Égypte, soit c'est lié également à la présence d'éléments qui font dire extérieur. Extérieur, il y a une influence. Mais sur le plan pragmatique, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui est posé aux archéologues, c'est-à-dire ce qu'on appelle les barrières géologiques, les barrières géomorphologiques. Il ne faut pas oublier qu'on a le désert du Ténéré, qui est un désert complètement hostile et qui empêche à un certain moment donné cette extension, cette expansion. Maintenant, c'est des questions que les archéologues doivent trouver. En ce sens également, il y a un autre problème qui est chez nous, c'est-à-dire certains chercheurs ont tenté de corréler les gravures, parce qu'il y a un problème de conservation pour les autres sites en dehors du Sahara central, les gravures qu'on retrouve beaucoup dans l'Atlas saharien, la région de Djelfa, la région de l'Arwat, etc. Donc là il y a également, si on veut, un espace de no man's land où on n'a pas cette continuité sur le plan artistique. C'est-à-dire, on a à la fois, est-ce qu'il y a un contact sud-sud ou un contact sud-nord? Le problème qui se pose en premier lieu, il y a un problème de conservation. Par exemple, pour les peintures, on a un problème
de pigmentation, parce que les éléments minéraux qui sont utilisés dans l'exécution de ces peintures, avec les changements climatiques, l'humidité et d'autres facteurs, disparaissent. C'est pour ça qu'on a très peu de sites, par exemple, au nord de l'Algérie, où il y a des peintures. Donc la majeure partie des sites artistiques en Algérie, à cette période-là, c'était des gravures. Or, la sécheresse ou la désertification a joué un rôle à la fois dans la conservation par rapport aux abris où il y a les peintures, et même s'il y a une altération sur le plan mécanique de certaines parois. Donc ça, c'est l'état de la question au Sahara. Reste que maintenant, les groupes humains qui vivaient là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on parlait de Sahara, on parlait de, si on veut, de désertification. Bon, la désertification, elle est graduelle. Elle n'a jamais été totale. La preuve que maintenant, on a des populations qui vivent dans les oasis, au Sahara. Il y a par contre une désertion. C'est-à-dire que certains groupes ont quitté leur milieu en cherchant l'eau, l'élément vital, et en s'adaptant à un mode de vie qu'on retrouve, même chez les populations actuelles, le mode de vie semi-nomade. C'est-à-dire que maintenant, même certaines populations tergiques actuellement, ils continuent à chaque fois, par exemple, le long des saisons, de parcourir des centaines de kilomètres. Alors, Monsieur Hammoum Toufir, toujours par rapport à cette période du néolithique, à la fin justement de cette période, donc pendant la culture capsienne, si je ne me trompe pas, on assiste à la naissance d'une base d'écriture. Vous avez parlé tout à l'heure d'influence algérienne sur l'Égypte. Alors, comment situer cette apparition de l'écriture? Voilà, vous savez, par exemple, l'écriture du Tifinagh, dans le Tassili et dans la gare, elle est datée aux alentours de 5000 ans avant. L'Égypte ancienne n'est apparue qu'à partir de 3275 avant. Donc l'hiéroglyphe, elle est datée jusqu'à présent, à défaut d'autres découvertes, de cette date. Donc le Tifinagh, elle est antérieure par rapport à l'Égypte. Et donc ce Tifinagh a survécu tout le long de cette période-là, jusqu'au dernier millénaire. Donc on retrouve des inscriptions libyques qui sont similaires dans tout le nord de l'Afrique du Nord. Donc en Algérie, notamment à Siga et ailleurs. Donc il y a des inscriptions libyques qui reprennent le Tifinagh, donc qui est daté aux alentours de 5000 ans avant. Alors, nous voilà donc de retour d'un passé lointain, mais faisons d'abord une halte, ou une brève halte, chez les rois numides. Depuis quelques siècles, beaucoup d'événements se sont produits dans le bassin méditerranéen, non sans avoir des conséquences, bien sûr, sur nos ancêtres qui se sont organisés en deux grands royaumes, dans l'un à l'ouest, celui des Massaïciles, avec Siga comme capitale, et l'autre est celui des Massiles, dont la capitale était Sirta. On regarde cet extrait et on revient juste après. Là-bas, aux abords de la rive sud de la Méditerranée, les Numides ont édifié Siga. Près de Ain Timouchent, où Sifax fut un éminent roi. Là, il s'agit de la région de Welhassa et de la carrière de calcaire ayant servi à l'édification du mausolée familial du roi Sifax. C'est sur les rives de l'Oued Tafna, face à l'île d'Akra au Ereshboul, que les aïeux de Sifax, les Massaïciles, ont donné vie à Siga, la capitale de leur royaume. C'est dans cette région méridionale, au massif d'origine volcanique, qu'a évolué Siga, 3 siècles avant l'ère chrétienne. Il s'agit de la façade maritime attenant à la wilaya de Ain Timouchent ou l'antique Al-Bola.
un tombeau funéraire usé par le temps, dédié à la famille royale des Massaïsil, dont Sifax fut le dernier roi. Il s'agit d'un édifice de style laisse croire que ce même mausolée cristallise en soi les croyances religieuses à la fois numides et libyques que protégeait naguère la famille de l'Aglide ou le roi Sifax, dont la culture essentielle demeure carthaginoise. Le jeune Sifax a fait ses études en tant que prince numide dans les prestigieuses académies de Carthage pour en fin de compte se marier à la princesse et très lettrée, la belle Sophonisbe, fille du général Hasdrubal. De nombreux princes et rois convoitaient la belle Sophonisbe à l'image de Massinissa, futur roi de toute la Numidie. Durant la dernière guerre punique en 2006 avant Jésus et lors de la bataille de Zama, ayant opposé Carthaginois et Romains, Sifax a payé de son royaume en s'alliant avec Carthage. Durant cette même bataille, Massinissa a capturé Sifax qui a terminé ses jours en tant que prisonnier. Il mourut à Rome. Sa femme Sophonisbe s'est empoisonnée à Cirta où elle fut la captive de Massinissa. Ainsi, elle échappa à la vengeance du général romain Scipien. Livré à lui-même, ce prestigieux monument historique ne bénéficie d'aucun classement national universel, et ce, malgré sa portée historique méditerranéenne. De la vallée, à partir de tous les axes, de chaque angle, on a l'impression que le mausolée veille toujours et éternellement sur Siga. Dans les parages de Takembrit et ses vergers, on sillonne la route communale qui mène droit vers l'antique Siga, la capitale chère au roi Sifax. Moi, Constantine, si je devais ne retenir qu'un seul nom parmi ceux des grands hommes dont le destin est lié à mon histoire, alors sans hésitation, je choisirais Massinissa. C'était au IIe siècle avant Jésus-Christ. On m'appelait encore Cirta. Le centre du monde civilisé, la Méditerranée, vivait le duel entre Rome et Carthage. J'étais la capitale de la Numidie, et Gaïa était mon roi. Massinissa, le fils de Gaïa, n'hérita pas du pouvoir de son père. Il dut le conquérir. Pendant des années, il guerroya dans les rangs de l'armée romaine, en Ibérie notamment, puis il revint sur la terre de ses ancêtres. Et là, il dut affronter Sifax, un autre grand Agellide qui avait conquis toutes les terres, ou presque, et s'était même emparé de moi. La lutte fut impitoyable.
Sifax s'était allié à Carthage. Massinissa reçut l'aide de Rome. L'ultime bataille eut lieu. Massinissa reçut en renfort les légions du Romain Scipion. Il remporta la victoire et je redevins sa capitale. Le règne de Massinissa fut long, très long et très riche. Il avait des ambitions grandioses. L'Afrique aux Africains, se serait-il exclamé. Ce fut ce à quoi il s'employa sa vie durant. Faire de son peuple un peuple uni et prospère. Il se déclarait ami de Rome, mais veillait jalousement à son indépendance. Il frappa monnaie, sédentarisa les tribus nomades, développa les villes, l'agriculture, l'artisanat, s'entoura d'esprits éclairés, de poètes, de savants, encouragea la culture, favorisa l'étude des langues, en particulier le grec. La Numidie, sous son règne, devint le pays avec qui il fallait compter. Rome s'inquiéta de la naissance de cette nouvelle puissance. Lorsqu'on soupçonna Massinissa de vouloir faire de Carthage sa nouvelle capitale, un sénateur romain, Caton, n'eut de cesse de plaider. « Delenda Carthago » il faut détruire Carthage. Massinissa était déjà un vieil homme. Son énergie légendaire s'épuisait. En 149 avant Jésus-Christ, Carthage fut entièrement détruite. Massinissa était mort depuis 2 ans. Ses sujets, dans la plus grande affliction, lui élevèrent un temple à Douga. On dit que le monument de Sumat al-Khroub serait son tombeau. Alors, je me tourne vers vous, Madame Daou Kitouni Kiltoum, vous qui êtes spécialiste donc, de cette période antique. Et nous sommes donc dans cette période. L'homme écrit depuis longtemps et ce n'est pas le cas de l'Algérien. Ou est-ce le cas de l'Algérien pour raconter son vécu qu'on trouve raconté par d'autres, pour ne citer que par exemple Hérodote ou Strabon? Moi, je vais remonter un peu dans l'histoire. Parce que le micro, madame. Parce que les écrits du 19e siècle et début du 20e, écrits, c'était des fragments d'histoire rassemblés. Ces fragments, quand le conflit a commencé entre Carthage et Rome. C'est au IIIe siècle qu'on trouve tout le temps cité cette contrée qui est devenue une civilisation massile, numide, massicile, numide aussi, parce que l'Algérie, le nord de l'Algérie actuelle était partagé entre massile et massicile, et numide de l'Est et numide de l'Ouest. Je remonte un peu dans l'histoire à travers les textes anciens qui, Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est le premier à déterminer cette contrée qui est l'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord, et qui est limitée par, ou commence par la rive est la rive ouest du Nil jusqu'à l'Atlantique. Mais on a d'autres fragments. Mais Hérodote, je reviens d'abord à Hérodote. Hérodote parle de la terre, cette Libye, l'homme le libyen, et même il parle de certaines activités économiques. Et il partage cette Libye en Libyen numide et en Libyen agriculteur. Revenons à d'autres fragments qui sont un peu plus anciens. On trouve, c'est chez les Égyptiens, au XIIIe siècle, on mentionne les peuples qu'ils ont côtoyés, l'Égypte, les Assyriens, les Éthiopiens et les Libyens. Et ils sont mentionnés sur les parois des pyramides, et avec leurs costumes, leurs coiffures. Ça, c'est un premier fragment. Un autre fragment d'histoire qui, quand Ulyssa, ça c'est relation phénicienne, quand Ulyssa est sorti de Tyr et voulait venir en Afrique du Nord pour
pour construire une ville, parce que il y avait beaucoup d'escales, j'ai pas le temps de tout expliquer. Une des escales à côté du TIC, cette escale, elle voulait faire une capitale, cette capitale ou cette ville qui contrôlait le bassin, de passer du bassin est au bassin ouest. En ce moment-là, exact, c'est le 9e siècle avant Jésus-Christ, il y avait tout un conflit entre les Grecs et les Phéniciens, et ils voulaient se partager les routes commerciales qui partaient de Tyr jusqu'à Cadès Mais justement, alors, une question que je pose, est-ce que cette identité amazigh... Oui, madame. Oui, je vais donner ces faits-là, qui sont des fragments historiques, mais je pense qu'il faut qu'on aille un recours à l'archéologie pour essayer d'avoir cette algérianité et cette continuité, comme disaient nos collègues, de la préhistoire, de la proto-histoire et de la période historique. Parce que là, on trouve des fragments d'histoire répartis par-ci, par-là, mais rassemblés à un moment bien précis, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, parce que là, c'est le conflit entre Carthage et Rome. Donc vous voulez dire qu'ils ne transmettent pas ou ne transcrivent pas avec fidélité ce qui s'est passé réellement pendant cette période-là parce que notre histoire n'est pas encore écrite par nous-mêmes. C'est la problématique. C'était l'histoire écrite au XIXe siècle pendant la colonisation. Et pendant la colonisation, cette contrée, il parlait que à chaque fois on parle de cette contrée, on dit les Phéniciens ont fait ça, les Grecs, les Romains, mais on ne parle pas de ces Libo-Numides qui ont vraiment construit une civilisation, parce que quand on parle de la période de Iarbas, par exemple, on parle de Alimas, c'est des rois. Mais c'est des rois, mais ils avaient une civilisation. Mais cette civilisation ou cette vie quotidienne, on ne la trouve pas dans les textes. C'est l'archéologie, c'est recours à l'archéologie pour déterminer ces faits-là, ces faits historiques. Mais pendant le IIIe siècle, effectivement, on trouve... moi, j'ai fait plusieurs expositions dans ce domaine, sur la civilisation numide. On trouve la continuité de certaines lettres de Tifinagh qui datent même de 2000 ans. On trouve certaines coutumes, on trouve certains cultes on trouve cette continuité. Mais on n'a pas encore essayé de rassembler toutes ces données-là pour essayer de donner réellement cette identité Et qu'est-ce qu'il faut faire justement sur le terrain pour rassembler toutes ces données? Il faut rassembler tous les textes, des fragments de textes dans les textes grecs et latins, et rassembler certaines trouvailles jusqu'à présent archéologiques et essayer de programmer certaines fouilles dans certains endroits. Malheureusement, par exemple, comme Sirta ou Siga qui était Sirta ou Kirten, comme je dis, parce que Kirten, c'est mentionné sur une pièce de monnaie avec les 4 lettres Qaratanun, Qirtan, et qui a été شوهت أو الاسم شوه بالنسبة لما سجل باللاتينية. إذن il faut rassembler tout ça et
par exemple, pour Sirta, on ne peut pas fouiller dans la ville de Sirta parce que les civilisations sont superposées. Mais moi, je pense, j'ai toujours dit, on a une petite ville qui était une citadelle qui surveillait la ville de Constantine, qui est Tidis. Cette ville, on peut réellement faire des fouilles dans cette petite ville parce qu'elle a subi toutes les périodes de la préhistoire jusqu'au XIIIe siècle après. Alors, si réellement on programme des fouilles dans cette petite ville, on peut quand même avoir certaines réponses et certaines réponses aux certains textes et rajouter ou disant chronologiquement, il y aura pas cette chaîne ne sera pas déchaînée. Elle sera la continuité de cette chaîne historique des Numides, des ancêtres des Algériens, parce que ces Numides se sont placés sur le nord de l'Algérie actuelle. De la Melouïa jusqu'à l'Emporia et jusqu'aux frontières carthaginoises qui commençaient à se diminuer et réellement, comme dit Massinissa, l'Afrique aux Africains. Alors, pour ce qui est de Siga, M. Belkaddar Zoher, je rappelle que vous êtes guide des sites et musées au sein de l'OGEBC de Ain Timouchent. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain pour justement réécrire cette histoire loin de ces influences des auteurs qui ont mis en évidence beaucoup plus l'influence punique et romaine? Bon, concernant c'est-à-dire l'Oranie, on va dire. Et l'Ouest, oui. Voilà, l'Ouest, on a une chance unique, parce qu'on a un complexe archéologique très très important qui peut retracer tout ce que Madame a dit. On a l'île de Rchgoun, qui est un comptoir punique du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc on est dans la préhistoire, et c'est l'un des plus anciens comptoirs punique de la Méditerranée. Ensuite, on a la ville de Siga qui a été fondée, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été fondée, mais le plus ancien texte historique, c'est l'annotation du géographe Skylax, et qui date du milieu du IVe siècle. Donc c'est très très important. Donc le plus ancien texte attestant de l'existence de Siga date du milieu du IVe siècle, c'est-à-dire 350. Et puis on a un modèle d'architecture funéraire numide qui est unique en Algérie. C'est le mausolée royal de Beni Renen qu'on a vu dans le reportage. Allez-y. Oui. Et donc là c'est-à-dire... et ce qui est intéressant pour ces sites, bon, malheureusement, ils n'ont pas été fouillés, mais ils sont, par exemple, le site de Siga, il est à l'état vierge, contrairement, par exemple, à Seta, où là, on a construit Constantine. Le site de Siga, il est situé, si tu veux, dans la campagne. Donc il y a moyen de l'exploiter pour en savoir un peu plus. Et on peut dire que c'est l'un des rares sites où on peut faire c'est-à-dire le numide. C'est-à-dire vraiment, c'est le site. Nous, par exemple, on a l'espoir que ça sera le site qui va justement déterminer, parce que ce que racontait Madame est très très important. On n'a pas d'éléments c'est-à-dire numides, parce que tous les sites numides ont été ce qu'on appelle la rémane, c'est-à-dire on a construit d'autres villes à travers, par exemple, l'Antiquité romaine, ensuite le Moyen-Âge et tout. Mais Siga, il est à l'état vierge, et si on commence les fouilles... Et déterminer comment étaient construites ces cités, où est-ce qu'il y avait des cités numides, Madame Kitoni? Maintenant, il a parlé de ce tombeau-là, et il a parlé de ce tombeau-là. Micro, madame. Il a parlé de ce tombeau-là qui est un tombeau unique. Mais nous, enfin, pour la période numide, on a ces villes d'intérieur, de Sebarata à
Kalama, à Kirtan et à Ras Faraoun. Ces villes d'intérieur qui étaient des villes numides, avec leur administration, avec leur mode économique, avec leur mode funéraire. Ces villes d'intérieur-là, on a recours... Est-ce qu'ils étaient à cette époque, permettez-moi de poser une petite question, est-ce qu'ils étaient à l'époque dans ce fonctionnement administratif et linguistique loin de l'influence punique et romaine? Pas loin de... ne parlons pas de la période romaine, parce que là, on est en train de parler de l'époque comme dans les textes du 19e siècle, disait le pré-romain. Même punique. C'est limido-numide, libo-numide. C'est parce que les Libéens qui ont été mentionné dans les textes anciens, et numide, c'est le nom numide est un nom d'une tribu, parce que en Afrique du Nord, il y avait des confédérations des tribus, et c'est pour ça qu'on trouve Maxence, Maxis, Mazik aussi, Mazik, Numide, c'est des noms des confédérations des tribus qui étaient là installées en Afrique du Nord, mais malheureusement, les textes ne parlent pas de ces villes d'intérieur bien détaillées, ou disons, ne parlent pas de la vie quotidienne de c'est le recours à l'archéologie, par exemple, de connaître cette vie quotidienne. Par exemple, on a les rois numides ont frappé la monnaie en leur nom et au nom de leur ville. Mais si on essaie, quand on consulte les textes anciens, on trouve, ils sont pas toutes les villes sont mentionnées, quelques villes d'intérieur, mais les villes d'autres, il y a très peu de villes mentionnées dans les textes anciens. Aussi, cette architecture, on a recours à certaines données archéologiques. Par exemple, dans les musées, on trouve certaines stèles qui par exemple, mentionnent certaines façades, soit de temples, soit de palais. On trouve aussi certaines portes. On trouve, c'est pour ça qu'on a recours à l'archéologie, soit dans les stèles, soit dans les pièces de monnaie, soit dans certains fragments d'art architecturaux. Et surtout, l'architecture funéraire, c'est elle qui nous donne réellement quelle était l'architecture numide à l'époque. Cette architecture qui était une architecture mixte, avec la base qui est des chambres funéraires fermées complètement, ces chambres fermées qu'on trouve dans les basinats, que ces basinats très connus dans la période de la proto-histoire, qui peut remonter jusqu'à 2500 ans avant Jésus-Christ, et aussi ces influences gréco-puniques. Alors, le recours à l'archéologie, Monsieur Hammoum Toufiq, on vient d'écouter Madame Kitouni et Monsieur Belkdar parler justement de ce déficit en termes de recherche archéologique lié à cette époque pour déterminer justement les caractéristiques des villes numides. À titre d'information, le Centre national de recherche en archéologie a déjà initié un programme de recherche pour Siga et son environnement, donc immédiat, donc aux alentours de Siga. Donc ça a été initié à partir de 2010 et on va commencer prochainement les travaux d'investigation sur terrain. Donc pour revenir un petit peu sur les deux capitales royales de l'époque, donc à Siga, on est déjà, la capitale a été déjà confirmée déjà en 206 avant Jésus-Christ. Donc juste avant la grande rencontre de Scipion l'Africain et d'Ashdrubal, donc dans la capitale, ils ont séjourné pendant une nuit à Siga, après l'invitation de Syphax lui-même, pour réconcilier les deux grandes puissances méditerranéennes de l'époque. Donc Siga, elle est très très importante pour nous. Pourquoi ? Parce que, comme l'a souligné notre ami, c'est que Siga, par chance, jusqu'à présent, n'a pas été agressé par l'extension urbaine. Et là, on est sûr qu'il s'agit d'une capitale royale qui remonte à plus de 3 siècles avant Jésus-Christ, donc en 206
n'est pas tombé du ciel comme ça. Donc il y a toute une ville et toute une extension de la ville qui remonte peut-être au IVe, parce que, comme l'a souligné, a été cité déjà au IVe par le pseudo-Silax, et puis par d'autres historiens de l'époque. L'itinéraire d'Antonin aussi la situe parfaitement. Siga, c'est un réservoir important pour tout ce qui est période numide, tout ce qui est architecture, tout ce qui est urbanisme de l'époque numide. Siga, par chance, et c'est un exemple rare dans le bassin méditerranéen, c'est que c'est un complexe, comme l'a dit. Donc on a l'acropole, l'île d'Akra, l'île d'Archgoun, qui remonte au 6e avant, et les plus anciennes restes remontent au 6e. On a le port fluvial qui est attesté par les textes anciens, comme Strabon par exemple. Le port fluvial, il existe. Et par chance aussi, il y a un port fluvial et un port maritime. Donc la ville, c'est un acropole. Elle est attestée comme acropole, donc elle occupe un monticule. Et en contrebas du fleuve, donc il y a un fleuve qui était navigable à l'époque, les textes l'attestent. Et on a découvert en 1935 par Pierre Grimal les restes du port fluvial. On l'a déjà localisé. Reste le port fluvial qui n'a jusqu'à présent n'a pas été localisé, donc ça c'est un des axes de recherche de notre mission prochainement. Et aussi on a le mausolée royal, enfin dit royal, de Sifax de Bnirnen. Donc malheureusement Sifax n'a pas été enterré là-bas, donc, et aussi les travaux de construction de ce mausolée n'ont pas été achevés à l'époque même. Donc il y a 8 chambres funéraires en sous-sol qui n'ont pas été achevées. Bon, pour des raisons qu'on connaît, il a été déporté et emprisonné à Rome, mort à Rome. Mais Siga, c'est un réservoir important pour nous. Par chance, on a Siga. Pourquoi ? Parce que Cirta, on l'a perdu. Après la colonisation romaine, les Romains ont construit sur la ville numide. Ils l'ont complètement rasée et ils ont construit une nouvelle ville. Avec la colonisation française aussi, la même chose. Donc la ville française a été construite sur la ville romaine. Donc vous voyez, donc maintenant pour fouiller et faire des investigations à Cirta, c'est vraiment difficile. C'est très très difficile. Par chance, on retrouve des poches comme ça d'assiettes où on peut faire des petits sondages d'estimation et d'évaluation, mais Siga, on l'a perdu. Cirta, on l'a perdu, mais Siga, elle est là, et la plus ancienne. Et le monnayage de Sifax est le plus ancien monnayage algérien. Dit algérien. Déjà, le monnayage de Sifax est attesté à 206 avant. Donc, déjà, à cette époque-là, on a une monnaie frappée dans la ville de Siga. Il y avait un atelier de frappe à Siga. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait une organisation économique, donc tout le royaume. Il y avait toute une organisation politique. Donc, économique, ça veut dire qu'il y a une organisation politique. Et il y a toute une dynamique sociale. Il y a toute une organisation sociale. Donc, ça veut dire que c'était un royaume, un État puissant, souverain, et Sifax a été attesté par les grands auteurs anciens. Donc le rôle qu'il a joué dans la deuxième guerre punique était vraiment un rôle fédérateur entre les grandes puissances méditerranéennes de l'époque. Et ne pensez-vous pas, peut-être ça sera ma dernière question, Madame Dahoukitouni Kiltoum, ne pensez-vous pas que peut-être l'histoire aurait été ou aurait pris un autre cours si il y avait une alliance entre les Massiles et Massiciles, au lieu d'avoir, par exemple, des alliances à la fois avec les Romains et avec les Puniques. Quel aurait été, par exemple... Des fois, quand on trouve, par exemple, chez Salluste, chez Salluste, c'est un historien romain, il parle des écrits de Himsal. Des fois, quand on consulte certains textes, par exemple Strabon, Tite-Live, Justin, quand on les consulte, ils disent qu'on a eu des textes de Juba, de Himsal, où ils sont partis. On dirait que c'est voulu de détruire et effacer
tous ces écrits-là. Par exemple, quand on parle de Mestanabal, qui est le fils de Massinissa, ils disent c'est le pédagogue, c'est l'homme de culture. Avec quelle culture était... Quand on parle, par exemple, des musiciens qui sont invités par les rois numides et passer des soirées dans les palais, Strabon parle de ces palais. Mais les restes archéologiques, on a un seul chapiteau qui est fait du marbre de Chemtou, qui est très connu dans la période numide, un seul chapiteau qui est ni ionien ni corinthien. Alors, c'est le chapiteau, disons, le chapiteau numide. On a aussi certaines stèles qui mentionnent certains métiers d'architecte, de tailleur de pierre, le menuisier. On a certains métiers et certaines fonctions que les textes, ces textes grecs et latins ne parlent pas de cette vie sociale, cette vie quotidienne, économique, sociale qu'on trouve dans ces données archéologiques. Alors, donc tout reste à découvrir à condition donc de lancer le plus tôt possible ces programmes dont parlait M. Hamoum Toufiq pour en connaître un peu plus sur à la fois le passé de cette ville de Siga qui va pouvoir donc nous renseigner un peu plus sur l'histoire des Numides. Madame ou docteur Dahou Kitouni Kiltoum, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, ancienne directrice du CNRA et directrice aussi du musée de Sirta, enfin anciennement. Merci donc pour tous ces éclairages et votre participation à cette émission spéciale. Merci à vous également, Monsieur Belkaddar Zoher. Merci. Je rappelle que vous êtes guide des sites et musées à Ain Timouchent. Merci à vous également, Madame ou Docteur Nchar Bouachi Khadija, directrice de l'Institut d'archéologie. Merci pour votre participation. Merci à vous également, Monsieur ou Docteur Hamoum Toufiq. Vous êtes professeur des universités, directeur du CNRA. Également membre du Conseil consultatif scientifique de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial subaquatique. Merci à vous. Merci à vous également, Dr Harishan Zoher, donc directeur du musée du Bardo. Et merci à vous également, Dr Draji Abdelkader, professeur des universités, membre de l'équipe de recherche du site de Ain Bouchrit et Tirnif. Un grand merci également à tous ces étudiants qui nous ont accompagnés tout au long de ce débat. Je rappelle que vous êtes des étudiants de l'Institut des études d'archéologie, l'Institut d'archéologie. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser ce numéro spécial. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis dans cette soirée spéciale. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro traitant donc d'autres sujets variés. Au revoir.